« 17 juin 1940. Le maréchal Pétain appelle la France à cesser le combat contre l'Allemagne. 18 juin 1940. Le général de Gaulle appelle la France à poursuivre le combat contre l'Allemagne. 22 juin 1940. La France signe l'armistice avec l'Allemagne. Juillet 1940. L'aviation allemande bombarde l'Angleterre. 10 juillet 1940. Le régime de Vichy remplace la Troisième République française. Août 1940. En accord avec le pacte germano-soviétique, l'URSS annexe les pays baltes. 3 août 1940. L'armée italienne envahit la Somalie britannique. Septembre 1940. L'Italie attaque l'Égypte. Au même moment, l'armée japonaise envahit l'Indochine française. Et 30 octobre 1940, l'État français officialise le principe de collaboration avec l'Allemagne nazie. Octobre 1940. Plus d'un an depuis le début du conflit. Les batailles s'enchaînent, le nombre de belligérants ne cesse de croître, et personne ne sait quand ce cauchemar va s'achever. Et surtout, personne ne sait comment ce cauchemar va s'achever. Et c'est dans ce contexte d'incertitude et d'occupation militaire qu'Hergé va tenter d'avancer du mieux qu'il peut. Nous sommes à la mi-octobre 1940. La Belgique est occupée par l'armée allemande, le gouvernement s'est exilé à Londres et le roi Léopold III est assigné à résidence. Mais, malgré le chaos ambiant, Hergé peut quand même relancer les aventures de Tintin et Milou. Le 15 octobre 1940, Georges Remy prend ses fonctions comme responsable du Soir Jeunesse, un supplément détachable du journal Le Soir. Pour Hergé, cette arrivée au soir est une chance d'augmenter le nombre de lecteurs des aventures de Tintin. En effet, Le Soir dispose d'un tirage largement supérieur à celui de Feu le Petit 20e. On parle quand même d'un tirage 20 fois supérieur à celui de Feu le Petit 20e. Ça fait beaucoup. Et en plus de cette visibilité augmentée, Hergé n'est pas seul. Nous avions déjà vu le retour de Paul Jamin, qui avait bossé avec Hergé sur certaines aventures de Tintin à l'époque du Petit 20e. Et en bonus, nous avons l'arrivée de Jacques Van Melkebeek. Et c'est reparti pour un peu de biographie. Jacques Van Melkebeek est un peintre et illustrateur bruxellois embauché par le journal Le Soir en juin 1940. Nous sommes alors au tout début de l'occupation allemande en Belgique. D'abord engagé pour animer la page jeunesse du quotidien, Van Melkebeek n'arrivera pas à proposer un travail satisfaisant aux yeux de Raymond de Becker, amenant ce dernier à contacter Hergé pour lancer la création d'un vrai supplément pour la jeunesse qui deviendra Le Soir Jeunesse. Donc on note bien, Georges Remy a été embauché à la base pour remplacer Jacques Van Melkebeek. Et nous nous retrouvons donc le 17 octobre 1940. Le Soir Jeunesse est lancé, avec à sa tête Hergé, secondé par Paul Jamin et Jacques Van Melkebeek.
Et si vous vous posez la question sur l'ambiance au boulot, il n'y a aucun problème. Les trois compères vont s'adorer. Nous reviendrons sur ce point plus tard, mais Jacques van Melkebek, malgré une origine sociale très modeste, est quelqu'un qui a des connaissances très poussées dans les domaines de la littérature et des arts en général. C'est là un point qui le différencie énormément de Georges Remy. Pour rappel, les connaissances culturelles d'Hergé sont plutôt empiriques et se sont accrues au fil de l'écriture des aventures de Tintin. Aussi, avoir quelqu'un comme Van Melkebek pour apporter des références culturelles promet d'améliorer la qualité des futures histoires de Tintin. Et autant vous prévenir, c'est à partir de maintenant que va commencer une très longue série de galères qu'Hergé va devoir supporter, donc je préfère vous le dire, va y avoir du sport. Comme nous l'avions déjà vu, l'occupation de la Belgique par l'armée allemande a conduit à de nombreuses restrictions pour la presse. Le papier est en pleine pénurie et la censure est omniprésente. Et aussi, à l'inverse de la France, la Belgique est toujours officiellement en guerre contre l'Allemagne. Hergé n'a pas trop la cote avec l'occupant. Ses opinions anti-impérialistes dans le Lotus bleu et ses parallèles avec l'Anschluss dans le Sceptre d'Ottokar sont source de tensions avec les Allemands. Aussi, Hergé se retrouve très vite limité dans sa création artistique. En fait, plus le temps avance et plus la présence des Allemands s'intensifie au sein du journal. En janvier 1941 par exemple, le département de la propagande allemande renvoie Horace van Hoffel de son poste de rédacteur en chef au journal Le Soir. Raymond de Becker est désigné pour lui succéder. Bon, ça c'est sur le papier, mais dans les faits, Raymond de Becker a toujours été le vrai rédacteur en chef du journal Le Soir. Et pendant que Raymond de Becker assure les relations avec les Allemands, Hergé bosse toujours sur son nouveau scénario. Guerre oblige, Hergé ne peut plus envoyer Tintin dans certains pays. Il doit par exemple abandonner définitivement l'écriture de Tintin au pays de l'or noir, dont l'intrigue se déroulait en Palestine sous mandat britannique. Et de manière générale, on oublie tous les pays en guerre contre l'Allemagne. Guerre oblige toujours, Hergé ne peut pas non plus se tourner vers les pays alliés à l'Allemagne. Le public belge verrait cela comme une prise de position favorisant le Troisième Reich. Bref, le nombre de destinations potentielles pour Tintin tombe en flèche, et c'est pas fini. Toujours soumis à la censure, Hergé ne peut plus parler d'actualité. Cette actualité étant déjà saturée par l'évolution du conflit. Donc, pour cette nouvelle 9e aventure de Tintin, Georges Remy ne pourra compter que sur l'univers qu'il a créé et complètement abandonner la réalité de l'époque. Pour développer son scénario, Hergé va donc reprendre des éléments issus de ses précédents albums et les mixer avec une ébauche rédigée à la hâte quelques mois plus tôt. À l'époque, le dessinateur avait imaginé l'histoire d'un certain Miguel Castaneza, planteur chilien de son état, qui utilise son yacht personnel, le Sphinx, pour faire du trafic de cocaïne qu'il planque dans des conserves de crabes. Inspiré par ce premier jet, Hergé imagine d'autres éléments, comme un marin contrebandier qui fournit des informations sur le trafic à un agent japonais. Bref, l'écriture avance, c'est cool, maintenant ne reste plus qu'une question. Où on va ? Avec le conflit gagnant en intensité, Hergé se retrouve à chercher une destination aux paysages exotiques pour plaire au lecteur, mais il doit en même temps s'assurer de rester le plus neutre possible. Et
Coup de bol pour Tintin, il y a un pays dont la situation politique est avantageuse, la France. Encore une fois, je préfère le rappeler, mais suite à sa défaite en juin 1940, la France n'est officiellement plus en guerre. La France est dans une situation très différente par rapport à la Belgique. Sur le papier, le gouvernement de Vichy conserve sa souveraineté sur l'ensemble des territoires français. Mais dans les faits, l'Axe a imposé de nombreuses restrictions aux grands perdants de 1940. Le nord du territoire métropolitain est occupé par l'armée allemande, l'Alsace et la Moselle sont annexées par le Troisième Reich, l'armée japonaise intensifie sa présence en Indochine, de nombreuses colonies africaines se sont placées du côté des forces françaises libres, menées par le général de Gaulle, et le gouvernement du maréchal Pétain s'oriente lentement vers une collaboration plus poussée avec l'occupant. Mais malgré tout ça, on retiendra encore une fois officiellement que pour l'instant, les colonies d'Afrique du Nord sont éloignées du conflit. Qu'à cela ne tienne, si les colonies britanniques et belges sont inaccessibles, Hergé se rabattra sur les colonies françaises et enverra Tintin visiter le Maroc, un pays sous protectorat français et espagnol depuis 1912. Et c'est donc à partir du 17 octobre 1940 que sera publié dans le Soir Jeunesse Les aventures de Tintin et Milou. Pour changer. Une nouvelle fois, Hergé reprend le schéma narratif qu'il suit depuis L'Oreille cassée. L'histoire démarre donc par une scène du quotidien. Tintin et Milou se baladent dans la rue bien pépère, Milou fouille dans une poubelle et se coince la mâchoire dans une boîte de conserve. C'est fou. C'est fou comment à chaque fois ça part d'un truc insignifiant pour finir dans des situations improbables. Par la suite, Tintin retrouve ses chers Dupont et Dupont au Café des Sports. Les deux policiers sont en pleine enquête sur une affaire de fausse monnaie qui sévit depuis quelque temps. Je vous rassure, cette histoire de fausse monnaie sera vite jetée au placard. Hergé s'est juste contenté de reprendre un fait divers de l'époque pour lancer son aventure. Donc, sortez vos magnétoscopes, cette histoire de fausse monnaie sera la seule référence à l'actualité de toute cette aventure. Bref, on oublie l'affaire des fausses monnaies quand Tintin découvre dans le bureau des Dupont un morceau déchiré de la boîte de conserve que Milou avait trouvé plus tôt. Les Dupont expliquent que le bout de papier provient du cadavre d'un noyé retrouvé dans le port. Ni une ni deux, let's go pour l'aventure. Tintin découvre au dos du papier déchiré le mot Karaboudjan. Un japonais se fait enlever en pleine rue, on apprend que le Karaboudjan est en réalité un cargo sur lequel bossait le marin noyé. Ok, pas le temps pour se poser, direction le Karaboudjan. Franchement, Tintin, t'as pas autre chose à faire? Avant de monter à bord du Karaboudjan, Tintin en profite pour regarder les mouettes dans le ciel. Bam! Caisse dans la tronche. Ça commence bien. Après avoir failli mourir une nouvelle fois, Tintin monte à bord du Karaboudjan en compagnie des Dupont. Le jeune reporter profite de la présence des flics pour faire le tour du bateau de son côté, pendant que les Dupont s'occupent d'interroger le lieutenant Alan, le second du capitaine. Alors, désolé pour le spoiler, mais c'est le méchant. On l'a littéralement vu balancer une caisse sur Tintin il y a 2 minutes. Bien évidemment, les Dupont se font rouler dans la farine et quittent le Karaboudjan avec 4 grammes dans le sang. Et pendant ce temps, Tintin se fait assommer et enfermer à fond de cale. Et tout ça parce qu'un chien a fouillé dans une poubelle.
Finalement, Tintin arrive à se libérer grâce à Milou. Le Caraboujan ayant quitté le port dans la journée, Tintin se retrouve piégé et se barricade dans une cale. Il découvre plusieurs caisses de boîtes de crabes similaires à celles trouvées dans la poubelle au début de l'histoire. Il ouvre une des boîtes de crabes et découvre qu'elle contient du crabe. Il ouvre une des boîtes de crabes et découvre qu'elle contient de l'opium. Comme dans les cigares du pharaon, sauf que tu remplaces les cigares par des boîtes de conserve. Pas le temps de se poser, Tintin improvise un grappin avec une corde et 2 planches et s'échappe de la cale pour atterrir dans la cabine juste au-dessus. Décidément, les atterrissages avec Tintin, quand ça veut pas, ça veut pas. Tintin fait alors la rencontre du capitaine du Caraboujan, une espèce de pauvre épave alcoolique qui passe ses journées enfermé dans sa cabine à enchaîner les bouteilles de whisky que le lieutenant Alan lui file pour diriger le navire à sa place. Et encore un personnage secondaire qui va disparaître à la fin de l'aventure. S'étant trouvé un allié de circonstance, Tintin propose au capitaine de l'accompagner pour s'échapper du Caraboujan. Capitaine, je vous en prie, songez à votre réputation. Et votre mère, que dirait-elle? Que dirait-elle si elle vous voyait dans cet état? Maman! Mais c'est quoi ce personnage? Après moult tribulations et moult châtaignes, Tintin et le capitaine piquent une chaloupe et s'éloignent enfin du Caraboujan. Et là, vous vous dites, ça va, on est tranquille maintenant. Alors, désolé de vous dire ça, mais Hergé a d'autres idées en tête. La fuite du Caraboujan et la petite promenade en mer qui s'ensuit marquent le lancement officiel d'un thème qui ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin de cette aventure, l'alcoolisme. Le capitaine du Caraboujan. Ah ouais, t'avais la pénurie de papier et maintenant t'as la pénurie des noms de personnages aussi. Le capitaine du Caraboujan est sans nul doute le pire compagnon que Tintin ait eu à supporter dans toutes ses aventures. Encore pire que Philémon Cyclone. Avec le capitaine sans nom, Hergé nous propose un compagnon dont l'addiction à l'alcool va amener à un paquet de situations désastreuses pour Tintin. Il brûle les rames de la chaloupe pour que Tintin n'ait pas froid, il renverse la chaloupe en question, puis il assomme Tintin parce qu'il ne le laisse pas piloter un avion en pleine tempête. Ouais, désolé, j'ai zappé ça, mais entre-temps, Tintin a réussi l'exploit de flinguer le moteur d'un avion en plein ciel. Ça va qu'il y en a un qui gère. Je me suis soudainement rappelé Charlemagne. Laissez mes armées être les rochers et les arbres, et les oiseaux dans le ciel. Et après, on enchaîne avec la tempête. Le capitaine qui part en freestyle. Le crash, le crash, le crash. Ça fait 6. Et nous voici maintenant complètement paumés en Espagne. L'Espagne, encore un pays neutre. Bien évidemment, Tintin ne tient pas en place plus de 5 secondes et se jette dans l'avion en flammes pour sauver les pilotes prisonniers dedans. Il peut pas s'en empêcher. Mais finalement, nos amis découvrent un squelette de dromadaire mort de soif, indiquant qu'ils ne sont pas en Espagne, mais en plein milieu
du désert du Sahara. En plein milieu du désert du Sahara, sans eau ni nourriture. Bon ben, il n'y a plus qu'à marcher dans le pays de la soif. Le pays de la soif, le pays de la soif. En tout cas, moi je vous le dis, ça va mal finir cette histoire. Après Dieu sait combien de temps passé à errer dans le désert et enchaîner les mirages, ça loupe pas, la fière équipe tombe dans les vapes. Mais coup de bol, nos héros sont récupérés par les hommes du lieutenant Delcourt, qui commande le poste militaire d'Avgar. Au passage, Tintin profite de sa petite convalescence pour faire un cauchemar ultra hardcore où il se transforme en bouteille et le capitaine sans nom essaie de lui dévisser la tête avec un tire-bouchon. Une histoire pour enfants, on rappelle. Après ce petit cauchemar dont tout le monde se prend la tête aujourd'hui encore pour comprendre la signification, Tintin rencontre le sympathique lieutenant Delcourt. Au passage, le jeune reporter refuse de prendre l'apéritif en précisant qu'il ne prend jamais d'alcool. Tiens, c'est nouveau ça. Tintin et l'alcool, ça a toujours été une relation un peu tendue. Jusqu'à présent, Hergé se contentait soit de faire de très brèves mentions à l'alcool, soit de l'utiliser pour des passages comiques. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Georges Remy a une éducation catholique, ensuite parce que les aventures de Tintin s'adressent à un public jeune, mais dans cette nouvelle 9e aventure, la thématique de l'alcoolisme prenant une place de plus en plus importante, Hergé va poser un point final à cette histoire. Désormais, pour Tintin, la bouteille, c'est terminé. Et en plus, ce petit détail permet de mettre en lumière la relation naissante entre Tintin et le capitaine sans nom qui va à son tour refuser de boire un coup. Et voilà en 2 cases une des raisons pour lesquelles Tintin ne boira plus jamais d'alcool, pour aider son nouveau compagnon. La classe! Et pendant que le capitaine résiste à la forte envie de piquer dans la bouteille d'alcool du lieutenant Delcourt, Tintin apprend par la radio que le Caraboujan a fait naufrage, dans la fameuse tempête que nos héros avaient traversée en avion plus tôt. C'est absolument impossible. Oui, eh bien, ne vous énervez pas, du calme. Le Caraboujan n'est pas une coquille de noix, que diable. Il n'a pas pu couler ainsi. Oh! Vous inquiétez pas, capitaine. Personne n'y croit à cette histoire de naufrage. Bref, on dirait bien que l'enquête s'arrête là. Tintin et le capitaine partent en excursion dans le désert pour aller au port de Bagarre sur la côte marocaine. Bon, ok. L'aventure est bien lancée, je suis désolé, mais on va faire une petite pause. Et rien de mieux pour se détendre qu'une bonne pièce de théâtre. Le 15 avril 1941 est jouée au Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles la première représentation de Tintin aux Indes, le mystère du diamant bleu. Une pièce en 3 actes, écrite par Hergé et Jacques Van Melkebeek. La pièce a eu un petit succès à l'époque, mais a malheureusement été très vite oubliée. Et pour la faire courte, l'histoire, c'est Tintin qui va en Inde et en Moldavie et qui se lance à la poursuite d'un diamant bleu. À l'issue de cette petite représentation, ma foi, fort sympathique, Jacques Van Melkebeek en profite pour présenter à Hergé son ami de toujours, Edgar P. Jacobs. À garder en tête, au cas où. Mais bref, fin de la pause, retour au Sahara. Tintin, Milou et le capitaine sans nom profitent de leur petite balade en dromadaire quand une bande de pillards bérabères leur tombe dessus et c'est parti pour la fusillade.
Allez, Tintin, t'as fait pire au Congo. Bref, c'est le chaos, ça canarde dans tous les sens, il y a un des Bérabères qui tente une attaque à revers, Nosusai Makai, Tintin est sur le coup. Et là, c'est le drame. Vengeance! 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 Maintenant, ça va chier. Vengeance! Capitaine! En place! Paniquez! Engagez! Tchouk Nougat! Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on... Désolé. Allô, j'écoute? Comment ça, y a plus de papier? 8 mai 1941, soit pratiquement un an depuis le début de l'occupation allemande. Les stocks de papier sont très très bas. En conséquence, les parutions du Soir Jeunesse sont réduites à 4 pages hebdomadaires au lieu de 8. Bon, on va rester positif, on va dire qu'au moins Hergé peut passer plus de temps sur Tintin. Nous reprenons donc après la fuite des Bérabères face à la charge héroïque du capitaine sans nom. Mais en fait non. Il s'avère qu'en réalité, les Bérabères se sont repliés suite à l'arrivée du lieutenant Delcourt qui avait été prévenu un peu plus tôt du danger qui guettait nos amis. Le groupe repart donc au grand complet pour arriver finalement à Bagar, un grand port sur la côte marocaine. Bien évidemment, Bagar est une ville qu'Hergé a inventée en s'inspirant d'un croquis de la vraie ville de Tanger. Et c'est dans ce fameux grand port sur la côte marocaine que Tintin va partir comme une flèche et larguer le capitaine sans nom pour rattraper le lieutenant Alan, qui pour rappel devrait être mort suite au naufrage du Karaboudjan. Non mais là je réponds plus. Mi-mai 1941, blablabla, pénurie de papier, le Soir Jeunesse disparaît. Oh non, ça recommence. Mais pas d'inquiétude, les aventures de Tintin continuent de paraître directement dans le journal le soir. Nous reprenons donc encore une fois cette aventure là où on l'a laissée. La fière équipe est séparée, Tintin a paumé la trace d'Alan et le capitaine de son côté enchaîne les vers. Et c'est avec 4 grammes dans le sang que le capitaine va retrouver le Karaboudjan, toujours à flot, garé bien pépère dans le port sous un faux nom, le Djebel Amila. Ça se dit garé pour un bateau? Pendant ce temps, Grosjean comme devant, Tintin rebrousse chemin et part à la recherche du capitaine. Ce dernier, toujours occupé à taper un esclandre devant le cargo qu'il pense être le Karaboudjan, se fait embarquer par la police, puis se fait relâcher, puis se fait encore une fois embarquer par les hommes d'Alan. La vache, c'est intense cette aventure! Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'est enfin balancé le nom du capitaine. Attention pour la révélation, Haddock. Ah bon, il n'a pas de prénom. Et pourquoi Haddock, me demanderez-vous? Tout simplement parce que la barbe. 4 juin 1941, le Soir Jeunesse est finalement relancé. Faute de papier, encore et toujours, le supplément devient une rubrique hebdomadaire occupant une demi-page du journal le soir. La place allouée à Tintin passe alors de 6 à 4 bandes. Et là aussi, pour s'adapter au manque de papier, Hergé est forcé d'accélérer son récit. Mais avant de continuer sur les aventures de Tintin, je suis désolé, ça va dans tous les sens, je sais, mais je suis obligé de vous parler d'un dernier événement qui va avoir lieu en cette fin juin 1941.
Et cet événement tient en un mot, Barbarossa. 22 juin 1941. Une nouvelle fois, l'Allemagne trahit ses promesses diplomatiques et se lance dans l'invasion de l'URSS. Et ce, malgré le pacte germano-soviétique signé en 1939. Forte de plus de 3 millions d'hommes, la Wehrmacht et ses alliés se lancent dans la plus grande offensive de l'histoire militaire. Face aux forces de l'Axe, l'armée rouge se fait très vite déborder. En octobre 1941, les soviétiques se préparent à défendre Moscou. Donc, si on résume, automne 1941, la France a capitulé, le Royaume-Uni refuse toujours de se rendre, et l'URSS semble sur le point de s'effondrer. Évidemment, du point de vue géopolitique, l'attaque allemande contre l'URSS marque une étape supplémentaire dans la mondialisation du conflit. Mais, pour les populations civiles des pays occupés, cela signifie une chose: cette guerre éclair, elle est partie pour durer plus longtemps que prévu. Bref, les Allemands ne sont pas prêts de quitter la Belgique et les problèmes qu'ils ont amenés avec eux vont rester pendant encore un bon moment. Et c'est dans ce climat d'incertitude qu'Hergé continue du mieux qu'il peut à travailler sur cette fichue nouvelle 9e aventure de Tintin. Par pitié, pour les gens qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on peut revenir à Tintin s'il vous plaît ? Le 4 juin 1941 marque donc le retour en version ultra réduite du Soir Jeunesse. On retrouve Tintin qui voit le capitaine Haddock se faire enlever en voiture. Il tente de les poursuivre en taxi, mais trop tard, la voiture a disparu. Plus tard, au détour d'une ruelle, Tintin retrouve ses bons vieux Dupont et Dupont qui sont méconnaissables dans leur costume à 2 francs 50. Tintin et les Dupont retrouvent dans une boutique des boîtes de crabes similaires à celles du Caraboujan. Nous apprenons alors que ces boîtes sont fournies par le négociant Omar Ben Salad, un homme très riche et puissant qui habite à Bagarre. Baba au rhum, tortilla, haddock, salade. J'ai faim. La fière équipe se sépare donc. Les Dupont suivent Omar Ben Salad de manière ultra discrète et Tintin se déguise en mendiant pour traquer le lieutenant Alan. Le jeune reporter s'infiltre dans une arrière-boutique et trouve un passage secret dans un tonneau menant au repère des gredins. C'est hyper élaboré comme système. Franchement les gars, il est cool leur business. Dans la planque des méchants, Tintin retrouve des boîtes de crabes et surtout le capitaine Haddock en train de se faire tabasser par Alan et ses hommes. Allez Tintin, la bagarre à bagarre, c'est ça qu'on veut. Allons, pour la dernière fois, dis-moi où est Tintin. Je suis là. Voilà, c'est plié. On libère le capitaine et on se tire. Dans mes bras que je t'embrasse. La classe mondiale. Et c'est reparti pour la course-poursuite. Tintin et le capitaine se paument dans les couloirs et se retrouvent piégés dans une cave à vin. Les méchants déboulent et c'est parti pour le chamboule-tout. Et du coup, pour revenir à Haddock, Hergé a choisi ce nom parce que septembre 1941, le Soir Jeunesse disparaît. Malgré l'engouement du public pour Tintin, la pénurie de papier est trop difficile à supporter. Et pour que le journal Le Soir survive, Raymond de Becker n'a plus le choix. Le Soir Jeunesse
est abandonné. Ok, vous savez quoi? Ça devient trop long cette histoire. Donc, exceptionnellement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va laisser Hergé et Raymond de Becker gérer cette histoire de pénurie de papier. Et on se retrouve très bientôt. Enfin, on espère.